Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, découvrons l'horreur de la forêt de Dragwald, en l'année 2517. L'année où un seigneur bestial du nom de Khazrak avait pris le pouvoir, et où les gens d'une petite bourgade du nom de Sterbourg allaient connaître le feu et le sang. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. L'année 2517 fut terrible pour les gens vivant dans la forêt de Dragwald. Les villages et les bourgades étaient régulièrement attaqués par les ignobles hommes-bêtes, et l'air même empesté de leur odeur répugnante. Les hardes bestiales parcouraient les bois, laissant dans leur sillage des corps mutilés accrochés aux arbres. Gagerhausen et Arenbourg avaient déjà été pillés lors de cette année, et de nombreux autres villages avaient été brûlés jusqu'aux fondations, leur population dévorée par les rejetons du chaos. La Dragwald avait toujours été une zone dangereuse, mais cette année-là, plus de caravanes et de voyageurs avaient été attaqués qu'au cours des 5 années précédentes. Les gens étaient terrorisés, et même le bétail était agité et effrayé. Dans toute la région, des offrandes furent faites à Tal, Ulrich et Sigmar. Mais les raids continuèrent. Des centaines de familles isolées préférèrent abandonner leurs maisons et fuir vers la cité de Middenheim, espérant se mettre à l'abri dans ses murs. Malheureusement, cet afflux soudain de population ne pouvait être accueilli par la cité, et bientôt les rues furent remplies de pauvres et de mendiants désespérés. La criminalité grimpa en flèche et les cellules de Middenheim regorgèrent en quelques mois de voleurs et autres parias. Beaucoup de personnes se virent refuser l'entrée dans l'enceinte de la ville, et des ghettos délabrés commencèrent à voir le jour au pied du roc sur lequel elle était construite. La misère s'y répandit comme une traînée de poudre, de même que la violence et les maladies. Alors que les attaques se faisaient de plus en plus fréquentes, des rumeurs se mirent à circuler sur leur origine. Les raids avaient toujours existé, mais ils n'avaient jamais été aussi nombreux, ni aussi meurtriers. Des meutes de molosses monstrueux parcouraient la forêt, et beaucoup faisaient remarquer qu'ils frappaient à des endroits bien précis, comme guidés par une volonté invisible. Des cornes sinistres résonnaient entre les troncs des arbres, et il ne fit plus de doute qu'un seigneur de bêtes avait pris la tête des siens. Dans toute la forêt de Dragwald, ne restait qu'un seul village habité, Sternbourg. Les habitants de Sternbourg vécurent dans la crainte. À la tombée de l'obscurité, ils se barricadaient chez eux et passaient la nuit à prier. Ils croyaient que les attaques étaient parfois annoncées le matin précédent par de nombreux présages, indiquant que le village était condamné. À Jagerhausen, cela avait été des crânes grimaçants trouvés plantés devant l'hôtel de ville. Beaucoup d'habitants abandonnaient leurs maisons à la vue de ces signes de mauvais augure, et il n'était pas impossible que c'était ce que voulaient les responsables de ces actes morbides. Chaque matin, les villageois de Sternbourg attendaient avec angoisse de trouver le moindre de ces signes, craignant que des êtres ignobles soient passés aux portes de leur demeure pendant la nuit. Un jour, ils furent horrifiés de voir que leurs pires angoisses étaient fondées. Les rares têtes de bétail qu'ils possédaient avaient été massacrées, leurs membres déchirés par quelques immondes créatures. Les bêtes gisaient mutilées sur le sol, la gorge tranchée, et leurs entrailles répandues dans la poussière. Une chèvre avait eu la tête arrachée et avait été jetée sur le toit du forgeron du village. C'en fut trop pour les villageois, qui y virent alors le signe d'un imminent malheur. Certains s'enfuirent, espérant suivre la route de Middensweg en direction de Hospit. D'autres décidèrent même de tenter de rejoindre Middenheim.
et quelques-uns, craignant que même les villes de Hospit et Aronbourg ne soient pas sûres, décidèrent de partir à travers la forêt vers Jagerkeep. Un marchand nommé Haller, qui avait déjà fait ce trajet auparavant et en connaissait les risques, les supplia d'abandonner cette idée, mais aucune des familles en proie à l'hystérie ne l'écouta. Elles disparurent dans les bois et on ne les revit jamais. La nuit suivante, les habitants restés sur place se terrèrent chez eux, alors que l'obscurité renvoyait l'écho des corps lugubres. Des gens du village, seul Willem, le cordonnier bègue, garda son sang-froid. Bien que timide et réservé, il eut le courage d'emprunter une monture de trait et de suivre la Middensweg en direction du sud, espérant rencontrer une des patrouilles que le comte-électeur Todbringer avait ordonné de mettre sur pied. Il chevaucha toute l'après-midi désespéré de ne trouver personne, et rien ne venait troubler le silence qui s'abattait sur les arbres. Sur le point d'abandonner, il aperçut la lueur d'un feu de camp à travers les frondaisons. Dirigeant sa monture vers la lumière, il tomba sur le campement d'une petite patrouille de troupes régulières qui escortait vers Middenheim une unité d'arquebusiers et un mortier. Il descendit de sa monture et chercha le dirigeant de cette troupe. Une fois trouvé, le cordonnier supplia le capitaine, nommé Kalrich, de venir en aide à son village. Après quelques instants de jugement, celui-ci accepta, et ses soldats levèrent le camp, trop heureux de quitter l'humidité des bois pour la taverne et les lits chauds d'un village impérial. Alors que la patrouille se préparait à partir, Kalrich donna à son lieutenant Matrude le sceau de Middenheim et lui ordonna de continuer sur la route afin de prévenir la patrouille de chevaliers du Loup Blanc qu'ils avaient croisée dans la journée. Après un hochement de tête, Matrude s'enfonça dans la nuit, effrayé, mais décidé à remplir sa mission. Les soldats se mirent en route juste avant minuit, au moment même où des corps se mirent à résonner dans les ténèbres. Alors qu'ils se rapprochaient du village, les sons se faisaient de plus en plus proches, et pressentant cela comme le signe d'une attaque imminente, ils hâtèrent le pas. Quand ils arrivèrent à Stenborg, l'écho des corps pouvait s'entendre partout autour du village, et c'est alors qu'ils découvrirent. À peine le seuil du village passé, les impériaux poussèrent un cri d'horreur. Les soldats s'aperçurent alors qu'ils étaient arrivés trop tard. Les habitants avaient été attaqués et massacrés. Les portes et les fenêtres des maisons avaient été défoncées et les corps gisaient dans la boue. Ne trouvant qu'une poignée de survivants, terrorisés et frigorifiés, Kalrich aboya un ordre et ses hommes adoptèrent une formation défensive. Il ordonna à 2 de ses hommes de s'occuper des quelques paysans survivants et de leur donner des armes de fortune. Le vieux lieutenant savait que dans cet enfer hivernal, chaque personne comptait. Les servants du mortier mirent rapidement leurs chevaux à l'abri dans l'étable de l'auberge de la Bête Bleue et mirent leurs armes en batterie. Les hommes observaient la lisière des arbres, depuis le village à l'affût du moindre mouvement. Mais les cornes avaient cessé de résonner, et un silence inquiétant était tombé sur la forêt. C'est alors que la pluie tomba sans discontinuer, froide et pénétrante, transformant les chemins de Sternburg en bourbiers gluants. Elle ruisselait sur les casques bosselés des soldats impériaux, s'infiltrait dans les cols de cuir, alourdissait les capes et glaçait jusqu'aux os. Le vent soufflait par rafales entre les maisons éventrées, faisant claquer les volets brisés et gémir les enseignes. La nuit était noire, sans lune, étouffée par une voûte de nuages bas qui semblait peser sur le village comme un linceul. Kalrich marchait lentement le long de la ligne, observant ses hommes. Il avait ordonné aux arquebusiers de se réfugier dans les maisons, protégeant la poudre de la lourde pluie qui s'abattait sur eux. À leur côté, une poignée de paysans survivants grelottaient misérablement. Des hommes arrachés à leurs champs, armés de fourches émoussées,
de haches de bûcheron ou de simples gourdins cloutés. Terrifiés, traumatisés, certains faisaient le signe de Sigmar à répétition. D'autres murmuraient des prières maladroites à Tal ou Ulrich, leurs lèvres bleuies par le froid. Un jeune paysan laissa échapper un sanglot étouffé. Son voisin lui lança un regard dur, sans méchanceté, seulement la peur partagée de ceux qui savent qu'ils n'ont nulle part où fuir. Leurs bottes s'enfonçaient dans la boue à chaque mouvement, comme si la terre elle-même cherchait à les retenir. Le mortier était en place sur la place centrale, bâché à la hâte contre la pluie. Les servants trempaient jusqu'à la moelle, vérifiaient encore et encore les charges, leurs doigts engourdis peinant à obéir. Chaque cliquetis de métal résonnait démesurément fort dans le silence oppressant, aussitôt suivi d'un regard inquiet vers la lisière des arbres. La forêt les observait. Elle semblait vivante, hostile, hérissée de troncs sombres et de branches tordues qui s'entremêlaient comme des griffes. Par moments, le vent faisait bruisser les feuilles mortes, et plus d'un soldat sursautait, persuadé d'avoir vu une silhouette bouger entre les ombres. Mais rien ne venait. Rien. Sinon l'attente. Le temps s'étirait interminablement. L'eau dégoulinait le long des barbes, le long des manches, s'accumulait dans les bottes, les muscles se raidissaient, les épaules s'affaissaient sous le poids de l'angoisse. Certains hommes commençaient à trembler, incapables de dire si c'était le froid ou la peur. Kalrich savait que cette attente était presque pire que le combat lui-même. Les hommes bêtes le savaient aussi. Ils jouaient avec leur proie. Un corps retentit soudain au loin. Long, grave, bestial. Plusieurs paysans crièrent de surprise. L'un d'eux lâcha sa lance, qui tomba dans la boue avec un bruit mou. Les soldats resserrèrent instinctivement les rangs. Kalrich leva le poing et ordonna le silence. Tous retenaient leur souffle. Le son se répercuta entre les troncs, se déforma, puis s'éteignit. Puis, un autre corps répondit, beaucoup plus proche. La pluie semblait redoubler, comme si le ciel lui-même participait au massacre à venir. Les hommes échangeaient des regards affolés. Une odeur âcre monta soudain portée par le vent, celle de la sueur animale, du sang séché et de la charogne. Les paysans pâlirent. Ils étaient là. Des grognements sourds résonnaient désormais dans l'obscurité, mêlés à de rires rauques et inhumains. On entendait des pas lourds, rapides, écrasant les feuilles et les branchages. Des silhouettes se dessinaient fugacement entre les arbres, trop nombreuses pour être comptées. Des yeux luisaient dans la nuit, reflétant une haine primitive. Un villageois tomba à genoux, suppliant Sigmar à haute voix, avant d'être brutalement relevé par un soldat. « J'ai ta position, bon sang. » Kalrich tira son épée lentement. La lame nue brillait faiblement sous la pluie. « Tenez bon! Pour l'Empire, pour Todbringer et pour Sigmar !» Les lances furent mises en position, les arquebuses furent levées, les mèches allumées, protégées tant bien que mal de la pluie. Les hommes savaient que dans quelques secondes, tout basculerait. Que la peur, le froid et l'attente laisseraient place au sang et aux cris. Des craquements secs, répétés tout autour du village, des branches brisées sous un poids trop lourd pour être humain, puis des respirations rauques, profondes, presque animales, portées par le vent. Les soldats tendaient l'oreille, incapables de distinguer le réel de l'imaginaire. Chaque goutte de pluie semblait désormais un pas ennemi. Puis quelqu'un cria qu'il les voyait.
Kallrich regarda tout autour de lui. Personne ne sut dire où. La forêt sembla se resserrer, avalant la lumière des torches. Les ombres s'étiraient, se déformaient et parfois bougeaient. Des formes immenses se découpaient un instant entre les troncs avant de disparaître. Trop grandes, trop larges. Puis, les yeux apparurent. Des dizaines et des dizaines de silhouettes de toutes les tailles. Certains voûtés, d'autres musclés et d'autres bien plus hauts qu'un homme. Les paysans reculèrent instinctivement, bousculant la ligne. C'est alors qu'une silhouette s'avança enfin hors des arbres. Elle marchait, massive, couverte de poils sombres, ruisselants de pluie. Sa tête était surmontée de cornes torsadées, et son museau s'ouvrit sur un rictus dégoulinant de salive. Quand elle posa un sabot dans la lumière de la lune, le sol sembla vibrer. Puis une autre silhouette suivit, et une autre, et une autre, et encore une autre. Elle sortait de partout, des monstres à tête de bête et au corps difforme, certains couverts de cicatrices, d'autres ornés d'ossements humains. Des molosses monstrueux les précédaient, gueules béantes, crocs luisants, leurs muscles roulant sous la peau tendue. Les hommes comprirent alors l'ampleur de leur erreur. Ils étaient encerclés. Puis une créature plus grande que les autres s'avança lentement, tenant un fouet barbelé qui claquait dans l'air humide. Ses yeux brillaient d'une intelligence malsaine. Elle leva le bras, et les hommes bêtes hurlèrent à l'unisson. Les miliciens commencèrent à sangloter, d'autres se mirent à hurler, d'autres encore lâchèrent leurs armes. Les soldats, bien que terrorisés, gardèrent leur position. Devant l'ampleur de la horde bestiale, le vieux lieutenant pensa au messager. Il se rappela le sceau de Middenheim glissé dans sa main, le regard résolu de l'homme s'enfonçant seul dans la nuit. Il s'accrocha à cette image comme une prière muette. Si Sigmar, Tal ou Ulrich existaient encore dans cette forêt maudite, alors peut-être que le messager avait survécu. Peut-être avait-il trouvé les chevaliers du loup blanc. Peut-être qu'à cet instant même, des destriers bardés de fer galopaient dans l'obscurité, lances baissées, répondant à l'appel. Kallrich serra les dents et leva son arme. Il savait que l'aube ne viendrait pas pour tous. Mais tant qu'il resterait des hommes debout, tant que la route ne serait pas totalement perdue, il y aurait encore une raison de tenir. Car dans le lointain, au-delà de la pluie et du sang, il osa espérer que les loups répondraient à l'appel. Soldats de l'Empire, quand je baisserai mon épée, feu à volonté, pas de quartier! Pas de quartier.